Bienvenue dans un nouvel épisode du Squeak Show by Tony Parker. Alors c'est les NBA Paris Games, donc j'étais obligé d'accueillir deux légendes du basket français qui font énormément pour promouvoir le basket dans le monde entier et surtout en Afrique. On a Joachim Noah et Yann Maïmi. Ils sont déjà installés. Ça va? Papitou? Papitou? Ça va? Tu vas bien? Joe, thanks for doing this. Je suis même étonné que tu es déjà debout en fait. Tu vois? Tu te lèves tôt quoi pour moi. Ça va Stéphane? Tu vas bien? Ah, ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi. Et tu sais à quoi j'ai pensé là? Je me suis dit, je vais commencer. Moi, ça me fait bizarre d'être de l'autre côté à ce moment-là, quand c'est les NBA Games. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit et que c'était moi qui courais partout pour aller voir Michael Jordan. Tu te rappelles, c'était les McDonald's Opens, où il y a Magic Johnson. Et en fait, quand j'ai vu que c'était bizarre, c'était l'année dernière, quand il y avait les Bulls et on célébrait Joe, j'ai fait waouh, ça m'a fait bizarre. Ça vous fait quoi de venir pendant les NBA Paris Games et on va dire la place de la France par rapport à la NBA? Je commence? Vas-y, gars, je te laisse. Non, enfin moi déjà, j'ai fait le Europe Game, le match en dehors des États-Unis à Londres, en 2018. T'es avec quelle équipe? Avec les Wizards. Avec les Wizards, ok. Et franchement, ça n'a rien à voir, quoi. Je pense que le public londonien et même anglais n'a pas la même culture NBA que le public français. Mm-hmm. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai assisté au Paris Games. Et cette année, d'être un peu plus à l'intérieur et de se rendre compte un peu l'engouement des fans. Hier, on était à la NBA House. C'était abusé, on s'était blindé. Mais attends, on est arrivé. Mais oui. J'ai dit, mais c'est quoi? Donc, en fait, vous êtes des superstars, vous aussi. Non, mais c'est surtout de voir en fait l'engouement en fait des gens en France, des Français, des Parisiens envers la NBA. Moi, j'avais pas vraiment remarqué. Tu sais, nous, on est loin en fait. Oui. Et on sait pas vraiment à quelle hauteur les gens sont vraiment fans et tout ça. Et là, moi, je vois en fait depuis l'année dernière. Je suis retraité maintenant, je vois un petit peu plus. Mais en fait, la NBA à Paname, c'est extraordinaire. À Paname, en France, en général, c'est extraordinaire. L'engouement, les jeunes sont d'extase, quoi. Et donc moi, pour avoir vécu à Londres, l'expérience à Londres, j'ai l'impression qu'à Paris, c'est next level, quoi. Je pense pas qu'en Europe, il y ait une plateforme aussi développée pour la NBA qu'ici à Paris. Mais ça fait longtemps, parce que tu sais, moi, avec les Spurs, on est venu à Paris. Ouais. Nous, on est venu après mon premier titre NBA. Et je me rappellerai toute ma vie parce qu'il y avait toute l'équipe de France de foot qui était là. Donc, tu avais Zizou, Thierry Henry, tu avais tout le monde front row. Et c'est là où je me suis dit, quand même, la NBA, c'est costaud quand même. Tu sais, l'image de la NBA et la force et les gens qui viennent. Parce que là, ce soir, il y a tout le monde qui vient. Moi, c'est peut-être la seule ligue qui font rêver les footballeurs. Il n'y a rien au-dessus des footballeurs en termes de. C'est peut-être le seul sport, les seules stars où les footeux sont admiratifs des joueurs NBA. Quand ils partent en vacances, ils vont dans les salles NBA, ils veulent voir des joueurs NBA. Là, au premier rang, il va y avoir peut-être les joueurs du PSG. Cette ligue, elle est incroyable aux yeux de tout le monde. Elle est au-dessus de tout, en fait. Mais moi, je pense même que, en fait, le basket, c'est pas le sport le plus populaire, mais c'est le sport le plus tendance. C'est-à-dire que les footballeurs veulent être basketteurs. Plus que les basketteurs veulent être footballeurs. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que le sport... Les basketteurs avaient plus faire de la musique. Voilà. Les footballeurs. Un expert. Mais genre je veux dire, un mec comme aussi talentueux sois-tu comme Messi, par exemple, il n'aura jamais en fait l'aura qu'un Michael Jordan a. Tu vois, il y a quelque chose avec le basket qui touche au lifestyle. Tu vois, c'est une façon de se comporter, une façon de s'habiller, c'est de la musique, c'est un style. C'est trop fort ce que tu dis. Est-ce que je vais te prendre un autre exemple? Tu vois, hier, j'ai fait une interview, j'avais David Beckham. On a fait une interview avec David Beckham. Et la question, c'était pourquoi tu as choisi les numéros que tu as choisis? Et donc, il dit numéro 7, parce qu'il avait l'idole du joueur à Manchester, tout ça. Ouais. Et après, 23 au Real Madrid, pourquoi il a pris 23? Jordan? Il dit Michael Jordan. Il dit Michael Jordan, c'était mon sportif préféré, tout ça. Sure. Et après, il dit 32. J'ai pris 32 à Paris, au PSG, parce que Magic Johnson. Et j'ai fait 2 joueurs NBA. Et j'ai fait, mais c'est trop fort. Donc, je dis, c'est qui tes sportifs préférés? Il fait Michael Jordan. J'ai fait, mais comment c'est possible? Alors qu'en Angleterre, il n'y a pas de ligue de basket, tu sais, c'est pas très connu le basket en Angleterre, qu'un joueur comme ça, dans les années 90, son joueur préféré, c'était un joueur NBA. Ouais. C'est ouf quand même la force de la NBA et de ce que Jordan a fait dans les années 90
en même temps que ça a explosé, Internet, la Dream Team, enfin tout ce qui s'est passé. Parce que moi, la première fois que j'ai vraiment vu aussi, c'était 91, finale NBA. Parce que j'ai dit, mais ça passait pas à la télé, les matchs NBA. Grave. Et il me disait, 91, finale NBA, Magic contre Jordan. Ouais. Pour moi, le Paris Game, c'était une grosse inspiration. Je suis allé au match avec papa quand j'avais 10 ans pour aller voir les Bulls, Michael Jordan jouer. Et je me souviens, ça m'avait vraiment inspiré. Et je me souviens que j'avais vraiment envie de jouer avec les Bulls, même à 10 ans. Et pouvoir voir un match des Bulls l'année dernière, c'était vraiment un moment full circle, comme on dit. J'ai vraiment kiffé et pouvoir passer du temps aussi avec toi. Et je trouve que c'était vraiment un moment vraiment spécial pour moi de retourner en France et regarder le match. Parce que le match, c'est vrai qu'il m'a vraiment inspiré. Et moi, c'est ce que je me disais, Joe. Je me disais, waouh, on est au NBA Games et je suis en train de présenter mon gars avant le match. Présenter mon gars as the Bulls legend. Moi, toute ma famille est de Chicago. Mon père, il est de Chicago. Moi, j'ai grandi voir les Bulls. Et là, je présente mon gars en tant que Bulls legend. Ça faisait bizarre quand même. C'était ouf, comme tu dis, full circle. C'est quoi le mindset là, de Brooklyn ou Cleveland quand ils viennent à Paris? Bon, ils ont un match dans la semaine, ils sont là, ils font beaucoup de choses. Est-ce qu'ils sont vraiment focus basket ou ils sont là juste pour partager avec les gens et que ce match, bon, ça compte dans la saison régulière ou c'est juste un match comme ça Ouais, moi, enfin, il n'y a pas de Français qui jouent dans le match. Quand il y a un Français qui joue, c'est quand même différent parce que tu joues devant ta famille. Jouer devant ta famille, c'est quand même quelque chose de spécial. Enfin, Paris, c'est quand même une ville incroyable. La plupart des gars, ils sont jamais venus ici. Alors pouvoir jouer un match ici, c'est cool. L'année prochaine, quand Wemby va venir, par contre, là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Je suis d'accord avec toi, Joe. Je pense que pour la plupart des joueurs, déjà, le plus important pour eux, c'est de visiter Paris. Parce que je pense que la plupart des gars, c'est leur première fois à Paris. Ils peuvent avoir du temps. Ils sont là depuis lundi. Ils ont pu vraiment profiter. Mais je pense que quand il n'y a pas un joueur français, c'est pas la même. Tu vois, l'année dernière, il y avait Kylian Hayes, donc tu avais quand même un engouement. Même si je sais qu'ils ont eu zéro problème pour remplir la salle, parce que la NBA, c'est une telle force. Mais je sais que l'année prochaine, là, le Spurs Indiana, ça va être blindé. J'ai entendu un peu les rumeurs comme quoi ils veulent aller à la U Arena. Donc là, on parle de 30 000, 35 000 personnes. Ça va être un truc de malade, quoi. D'avoir les Spurs, parce que ça fait 3 années de suite quand même que les NBA Games ils viennent en France. Donc il disait que là, l'année prochaine, ça sera la dernière. Donc de terminer avec les Spurs, terminer en beauté. En plus, quand je vois la France, c'est quand même incroyable. Quand même, on a 14 joueurs français quand même en NBA. Quand tu sais d'où on est parti, où moi, ayant un père américain, ils avaient zéro respect pour le basket français, en tout cas quand moi j'ai commencé. Et là maintenant, de voir toutes les légendes qu'il y a eu, et après d'avoir 14 joueurs maintenant, c'est cool. Chemin parcouru depuis Tariq Abdul-Wahad qui arrive en NBA, après toi, après votre génération, et aujourd'hui, les Américains, on est le pays européen le plus représenté. De toute façon, c'était la vision de David Stern, que la NBA devienne globale. Quand je vois tout votre travail, et on va revenir dessus, tout votre travail en Afrique, quand tu regardes quand même les 5 joueurs qui sont au vote de MVP là, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même 5 joueurs qui ne sont pas américains. Tu as Jokic, Giannis, Luka, Shai et Joel. Wow. Ces 5 joueurs qui ne sont pas américains. Est-ce que ça leur fait Si tu disais, moi, quand j'ai commencé en NBA, où je suis le premier meneur européen à réussir en NBA, et ils ne voulaient même pas faire confiance à des meneurs européens à l'époque, et maintenant tu me dis qu'il y a 5 joueurs qui ne sont pas américains, franchement, je t'aurais dit, je sais pas, tu vois. Vous pensez que l'ego des Ricains, ils prennent un coup comme ça, que ce soit les Européens ou même le monde qui domine la Ligue? Mais bien sûr. Bien sûr. Déjà, on l'a vu après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, ils ont dit, bon, on ramène la grosse équipe. Bien sûr, exactement. Non, mais tu sais ce que la NBA devrait faire? Ils devraient changer le schéma, le All-Star Game. Faire monde contre l'US. Non, mais s'ils se font taper. Bon. Et alors? Mais c'est beau, au moins, c'est une vraie compétition. Parce que là, ce qu'ils ont fait l'année dernière, il y aura plus d'intérêt. Exactement. Et la vraie question, c'est Joël, il joue pour qui? Pour qui il veut. Quelle question tu me parles? Il est américain, il va jouer avec Team USA. Mais parce qu'il vient d'avoir le passeport. Mais sinon, il a grandi au Cameroun. Si tu me parles, il a fait jusqu'à 16 ans, 17 ans au Cameroun. Il fait ce qu'il veut. Au Cameroun. Toi, d'origine camerounaise, t'en penses quoi de sa décision de Joel Embiid d'ailleurs? Je suis d'origine d'un peu partout. I'm international. Pour moi, c'est un peu compliqué. Quand il y a la Coupe du Monde,
Je suis suédois aussi, je suis viking, je suis africain, je suis français, je suis gaulois, je sais pas, je suis américain. Non, mais vous qui faites beaucoup pour le basket en Afrique, ça vous ennuie pas justement que Joel Embiid, il n'est pas rendu au Cameroun, qu'il joue avec l'équipe nationale du Cameroun? Il y a deux choses. Au bout d'un moment, il faut être réaliste. D'accord? Est-ce que le Cameroun et la fédération camerounaise a réellement des vrais moyens de compétir, voilà, de compétir à un haut niveau pour accueillir un joueur comme Joe ou comme Pascal Siakam ou d'autres Camerounais? Numéro 1. Numéro 2, la question, elle s'est beaucoup posée à mes yeux inutilement. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est le Cameroun? Est-ce que c'est les US? La France, c'est pas vraiment réaliste. Joe, c'est pas un Français. Il est pas. C'est le Cameroun, quand même. Voilà, donc le débat, c'est plus entre le Cameroun et les States. Ouais. Après, le gars, il est aux États-Unis, il est marié maintenant, il a sa famille. Je veux dire, c'est pas. Pour moi, c'est pas gênant qu'il ait pris qu'il ait pris la nationalité américaine et qu'il représente Team USA. Parce que de toute façon, Team Cameroun, il y a quoi? Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Yann. Je pense que maintenant, grâce à ton travail, le travail de Joe et tout ce que vous faites avec la balle, je pense que ce serait bien justement que les fédérations maintenant se préparent parce que vous êtes capable quand même de sortir un joueur qui est MVP de la NBA. Bien sûr. T'imagines si moi, pareil, si tu m'avais dit qu'un jour, il y aura un joueur qui est né en Afrique, qui a vécu en Afrique, il serait MVP de la NBA, il n'y en aurait pas beaucoup qui l'auront cru. Bien sûr. Donc maintenant qu'on sait que c'est possible, il faut que les fédérations se préparent et il faut qu'ils travaillent pour pouvoir un jour voir le Cameroun être en finale des Jeux Olympiques. Et tu vois, que ce ne soit pas choquant qu'un jour on voit Cameroun en finale des Jeux Olympiques. Exactement. Mais pour faire ça, je suis d'accord avec toi, il faut travailler sur les infrastructures, il faut que la Fédé puisse accueillir des joueurs NBA parce que les joueurs NBA, ils ont des standards et quand tu voyages, il faut hôtel 5 étoiles, il faut tout ce que vous connaissez et ça, il faut que les fédérations se mettent à jour. Comme nous, la France, comme moi je suis arrivé, on a dû se mettre à jour sur comment on voyage, les hôtels et tout ça. C'était pareil. C'est les coachs, c'est d'avoir une vision de groupe. C'est ça. C'est tous ces genres. Si tu as un discours comme ça qui va un petit peu dans le temps, tu vois, Stephen, où tu expliques à Joe, il y a un projet. Il y a un projet sur... Peut-être que le gars... Mais au Cameroun, il est où le projet? Mais Joël et Pascal, ils ne peuvent pas justement aider à ce qu'un projet soit mis en place? Oui, ils peuvent, mais ça doit venir, je pense, c'est le Cameroun quand même. C'est l'équipe nationale du Cameroun. C'est eux qui doivent structurer. Et eux, moi, je pense, les gars, ils vont aider s'il y a un vrai projet, je pense. Mais toi, t'es Camer. Le problème, c'est s'il y a Cameroun-France au final des Olympiques, Joe, il va embêter. Non, tout le monde a son propre parcours. Oui. Et il faut respecter ça. Joe, c'est lui qui va tous les matins, c'est lui qui bosse, c'est son travail. On peut parler, on peut dire ce qu'il veut, mais c'est sa décision. Et il a pris sa propre décision, après il vit avec. Je trouve que c'est quelqu'un qui inspire beaucoup de jeunes en Afrique. C'est quand même incroyable d'avoir un MVP du Cameroun. Je crois que quand je pars au Cameroun et quand on parle de Joel, je vois les jeunes, ça joue de plus en plus au basket. Et maintenant, c'est à nous qui sont retraités de faire un bon travail pour qu'une fois que les Pascal et une fois que Joel ont fini, parce que quand tu es dedans, c'est compliqué quand on dit alors qu'est-ce qu'on fait dans un pays qui est pas prêt. C'est compliqué. Quand tu joues, tu veux gagner un titre et gagner un titre, c'est pas facile. C'est beaucoup de sacrifices. Alors moi je respecte Joe grave. Je trouve que c'est super ce qu'il est en train de faire. Maintenant, nous, on fait notre travail en Afrique, on fait ce qu'on peut. Et on sait après qu'il y a une génération après qui va venir, qui va augmenter le truc encore plus. Et c'est comme ça que ça marche. Même en France, Tony, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Et maintenant, quand tu vois tous les jeunes en France qui jouent au basket, ça fait aussi partie de ton travail. De ton travail. Alors c'est quelque chose, je trouve que c'est quelque chose on devrait être fier du travail qu'on a fait. Et maintenant, il y a des générations après qui s'inspirent dessus. Et je crois que Joel fait ça en ce moment. Je pense, pour rebondir sur ce que tu dis, Joe, je pense que le plus gros du travail de Joel, ce sera après sa carrière. Je suis 100% d'accord avec toi. Il a raison, quand tu es en carrière,
tu es concentré sur tes objectifs, tu veux gagner un titre et c'est très, 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 très dur de gagner un titre à NBA. Je pense que là où Joel et Pascal ils pourraient avoir le meilleur impact pour leur pays, ce sera après leur carrière. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est quoi vos objectifs avec la balle? Qu'est-ce qui vous donne envie, chaque année d'aller là-bas, de faire les voyages, d'essayer d'aider, que moi je trouve très inspirant, parce que je sais ce que vous faites, mais pour expliquer un peu à tous ceux qui nous regardent et qui veulent peut-être essayer d'aider le basket en Afrique, comment on peut vous aider? Les bureaux de la NBA Africa ont été inaugurés en 2010-2011 à Johannesburg. Et la vision, c'était de développer le basket sur le continent africain avec une vision un peu NBA. Et donc, ça a commencé, Amadou Gallo Fall, notre président, a commencé au niveau grassroots avec tout ce qu'on a. Tu sais, toi, tu connais Basketball Without Borders, NBA Schools, Junior NBA League, tous ces programmes qui sont plus grassroots. Et après, on a évolué jusqu'à la NBA Academy, où à Sali, on a une académie où tous les petits qui sont passés justement par ces ID Camp, on fait un tri, on ramène les meilleurs, les 30 meilleurs joueurs à l'académie. Et le sommet de la pyramide, c'est la BAL. C'est d'avoir une ligue professionnelle sur le continent africain où le meilleur du basket africain se joue. Donc on a maintenant en fait le pipeline depuis le tout petit qui vient à peine de commencer le basket jusqu'à une ligue professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu faire. Moi, c'est quelque chose qui m'anime, c'est ma big purpose. Parce que je sais que la jeunesse africaine n'a rien à envier à la jeunesse d'un peu partout dans le monde. Tout ce qu'il faut, c'est l'outiller, c'est lui donner une plateforme pour s'exprimer, et c'est ce qu'on est en train de faire. Nous, on a des challenges qui sont différents un peu de la NBA, par exemple, qui évolue dans un cadre, enfin, tu sais, les États-Unis. Nous, on a une ligue qui est continentale. C'est différents pays. Et donc, par exemple, le Cameroun, c'est à côté du Bénin. Mais en fait, on est deux peuples complètement différents. Donc, on a des challenges qui sont pas évidents, mais d'avoir, en fait, à travers le sport, à travers le basket, une plateforme qui réunit tout ce beau monde, qui outille vraiment ces jeunes à faire leur sport et de vivre de leur sport, de professionnaliser le basket, pour moi, c'est exceptionnel. Sous la houlette de la NBA, qui, pour moi, en termes de business model, il n'y a pas mieux dans le sport. C'est exceptionnel. Et je pense que d'ici très peu de temps, on va compétir, on sera une des ligues qui sera une meilleure ligue au monde et qui ne sera pas qu'un tremplin, parce que souvent les gens ils disent « Ah, la BL, c'est bien, vous allez devenir… NBA, ouais. » Bon, non, c'est pas ça. L'objectif, c'est de aussi retenir nos talents sur le continent africain. Tu sais, Tony, comme tu l'as dit, c'est… Toi, t'as Chicago dans la tête, t'as pu jouer pour l'équipe de France, t'as pu jouer en France, tu joues devant ton public, tu joues. Nous, tous nos joueurs, ils partent tous et ils font briller les stades des autres, ils enjaillent tout le monde. Mais jamais à la maison. Donc, c'est de construire cette économie, et c'est pas seulement les joueurs, c'est tous les autres métiers autour, les coachs, les kinés, les préparateurs physiques, les journalistes, les créateurs Il y a plein d'autres métiers qui se créent autour de cette ligue. Et c'est de développer cette industrie qui nous drive. C'est pour ça que tu parles de voyage, mais en fait, nous, on voit pas ça comme… C'est même pas du travail, quoi. C'est… D'être animé par ça. Je te jure. Non, mais c'est beau, c'est beau. Moi, franchement, beaucoup de respect. Quand j'ai vu Emmanuel Macron venir et regarder comment ça se passait, je me dis que la prochaine étape aussi, ce serait que la NBA vienne aussi en Afrique et faire des matchs de saison régulière, faire des matchs de pre-season, parce que pour donner envie, ce qu'ils ont fait avec nous en Europe, et Joe, moi, on est allé voir ces matchs-là, les mêmes jeunes, c'est toujours bien quand tu peux voir en vrai les joueurs NBA. Donc j'espère que ça sera la prochaine étape de la NBA. Je ne sais pas, Joe, si vous avez des discussions par rapport à ça. Enfin, moi, je n'ai pas entendu ça encore, mais je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Je crois que c'est très important que ça se passe. Et ça commence vraiment avec la vision de Amadou Gallo, j'ai vraiment confiance au président de la BAL. C'est quelqu'un qui est venu… quand j'ai fait mon premier cours au Cameroun, il est venu, il y a presque 15 ans, il est venu parler aux petits dans notre village à Etoudi, à Yaoundé. Et c'est quelqu'un vraiment, j'ai un grand respect pour cet homme. C'est quelqu'un qui a une
une âme très, très humble et qui comprend vraiment la vision. Et même en tant que compétiteur, putain, avec Yann, on se mettait plein la gueule. Et maintenant on est ensemble pour essayer de faire quelque chose de spécial en Afrique. C'est mon frère maintenant. Mais c'est mon frère parce qu'on a une vision qu'on partage. Et je suis vraiment fier de faire partie de ce groupe. Parce que, enfin, tout le monde le sait, genre, l'Afrique, je suis désolé, s'il y a une infrastructure et si on met s'il y a des investissements, mais laisse tomber. Ah, mais c'est clair. De toute façon, moi, j'y suis allé plusieurs fois en Afrique. J'ai visité l'académie à Sali. Je suis allé voir. Parce qu'avec la Tony Parker Academy, on a pas mal d'Africains. On a pas mal d'Africains dans notre équipe aujourd'hui à Lasvel en Euroleague. Et je trouve que c'est clair que c'est un continent qui s'il est structuré, ça peut exploser. Et donc, on fait des matchs en Chine, on fait des matchs en Inde. Pourquoi on ne ferait pas des matchs en Afrique du Sud, Dubaï, Non, on avait le Global Game. Tu sais, où on faisait tous les ans, avant la pandémie, Rest of the World versus Africa. Oui. Ah oui, je me rappelle ce match. Tu l'as fait, non? Non, je ne l'ai pas fait. Non, j'ai été invité, mais je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'était une opportunité. Non, mais ça pour moi, c'était une bonne première étape. Mais maintenant, il faut passer à l'étape. La next step, c'est match de pré-saison ou un match de saison régulière. C'est la prochaine étape. Joachim, tu disais avec Yann, quand vous étiez l'un contre l'autre, vous vous mettiez sur la truffe, qui a le plus fourni l'autre en carrière? Je me souviens pas. Non, mais un autre truc, il faut aussi qu'on change la mentalité vers l'Afrique. Parce que quand on pense à l'Afrique, c'est un endroit qui est un continent qui a été vraiment exploité d'une façon... Enfin, j'ai même pas les mots à dire, c'est super triste. Alors, essayer de changer la mentalité et vraiment comprendre que les investissements là-bas, surtout sur le sport, vont vraiment changer les choses pour les jeunes d'une façon vraiment radicale. Très bien. Tony, on a 2 big men avec nous. Aujourd'hui, les big men, enfin le poste de pivot, il a quand même bien évolué en NBA par rapport à vous quand vous jouiez. Est-ce que vous, quand on voit, ça n'a plus rien à voir. Non, quand tu vois le Jokic qui remonte la balle, qui est le meilleur passeur quasiment de son équipe, Attends, Joe montait la balle, hein? Joe montait la balle. Joe, ça fait des triples doubles. Attends, petit quiz d'ailleurs, parce que dans la parce que j'allais dire, Joe, il faisait des triples doubles, hein, donc lui, il faisait des passes. Il faisait des triples doubles avec les contres. Exactement. Petit quiz. Quel est le joueur français en NBA qui a fait le plus de triples doubles en carrière? Le joueur NBA qui a fait le plus de triples doubles? C'est Joe. C'est Joe, non? Non. C'est Joe ou Bobo? Non. Non. Joe en a fait 7, Babak en a fait 6, et il y en a qui en a fait 9. 9 triple double. Nico Batum. Nico, il a fait 9 triple doubles. Je vous dis ça parce que Victor Wembanyama a fait son premier triple double dans la nuit de mercredi à jeudi. On parlait d'évolution du poste de pivot. Est-ce que vous, à l'époque, parce que les pivots devaient jouer d'une telle façon, est-ce qu'on vous a restreint justement sur ce poste de big man à du low post et du post-up? Vous aviez les capacités de faire autre chose ou non, finalement, vous n'avez pas la capacité de faire du Jokic ou du Joel Embiid? Est-ce que vous avez été cantonné à votre rôle de big man pur ou vous auriez pu faire plus? Moi, si je peux me permettre, à l'époque aussi, tu sais, la NBA, les coachs, ils ont mis longtemps aussi à laisser évoluer ça, tu vois. Oui. Et il faut donner du crédit à des coachs comme Don Nelson, les Phoenix Suns à l'époque, quand ils shootaient vite et ils shootaient qu'à 3 points. Tu sais, il suffit d'un coach ou d'une équipe pour changer un peu l'évolution, parce que nous, quand on jouait, donc parce qu'on est de la même génération, les pivots, dès qu'un pivot montait la balle, presque on le grondait, quoi, on l'engueulait. Quand Joe il montait la balle, t'avais les coachs. Vincent Collet s'arrachait les cheveux. Et donc c'est pour ça que, alors que maintenant, les big men, il dit au petit, il vient faire un pic sur moi, quoi. Oui. Et donc moi, je faisais partie de cette génération. La première fois, quand on jouait les Phoenix Suns, qui shootaient en 4 secondes, ou Dirk Nowitzki qui demandait un pick and roll, Jason Terry il venait faire un pick pour Dirk, c'était les premières fois qu'on voyait des trucs comme ça, voilà. Et après Golden State ils sont arrivés et après après tout le monde shootait à 3 points et là ça a changé l'image de la NBA, mais les joueurs et l'évolution, ça prend du temps, quoi. Parce que quand je vois Brook Lopez, qui à l'époque était un big man qui mettait des pieds dans la raquette et qui aujourd'hui a suivi l'évolution de la NBA, maintenant il fait que des tirs à 3 points, et vous auriez pu?
faire avoir cette évolution. Alors ça, c'est toujours la question de Michael Jordan. Ouais, mais il shootait pas à 3 points. Évoluer. Mais si tu lui dis, mais si tu disais à Jordan, tu prends que les tirs à tous 3 les points, jours tu fait. shootes à 3 points, Oui. et tu dis à Yann Maimi, Joe et moi, on shoot tous les jours à 3 points parce que maintenant il y a que des 3 points. Bah bien sûr qu'on va shooter à 3 points. Ça change tout. Mais à l'époque, on s'entraînait pas comme ça. Mais est-ce que Joe aurait changé son tir? Parce que tu vois comment Popovic il coach. Tu vois comment il coach. Il coachait pas comme ça à l'époque. Hein. Popovic, maintenant, il laisse tout le monde shooter à 3 points en fast break et de ça. Nous, à l'époque, si quelqu'un shootait 3 points en fast break, mais il cassait sa tablette et tout ça. Il était obligé de s'adapter à ce que Mais font c'est les ce que autres je te aussi. dis, c'est ce que je t'explique. Donc, c'est pas a fair question quand tu vas demander à des joueurs de l'ancienne génération de dire est-ce qu'on peut shooter à 3 points ou est-ce qu'on peut monter la balle. C'est pas ça, Non, mais Tony, t'as vu, tu sais pourquoi j'adore Tony? Parce qu'il nous protège tout le temps. Mais bien sûr. C'est pour ça que j'adore ce gars. C'est pour ça que je suis là et je me suis réveillé tôt le matin. J'ai pris ma douche. Parce que le gars, il nous a toujours protégés. C'est pour ça que je kiffe ce gars. Moi, personnellement, bon, j'étais pas un grand tireur à 3 points et Jokic, Embiid, c'est quand même, enfin, je parle pour moi personnellement, c'est quand même un niveau au-dessus. Il y a beaucoup plus de... J'étais pas un joueur qui était au post-up. Je savais faire des passes, des triples-doubles, d'accord, mais mes triples-doubles, ils sont aussi venus une fois que Derrick Rose s'est blessé. Si j'ai un joueur comme Tony Parker, j'ai un joueur comme Derrick Rose, ouais, j'ai moins la balle dans ma main. Même si l'objectif du match, c'est pas de faire un triple-double, c'est de gagner le match. Alors, c'est comment je peux être effectif, comment je peux utiliser mon effectif pour aider l'équipe. Et s'il n'y a pas Tony, s'il n'y a pas Derrick Rose, ouais, d'accord, ok, je peux jouer point center, je peux prendre le rebond, je peux partir, j'ai plus de liberté. Mais c'est aussi comprendre son équipe et des fois, et surtout comprendre que si tu veux vraiment gagner à un haut niveau, il faut aussi faire les sacrifices. Il faut faire les sacrifices. Il faut faire les sacrifices. Et si dans ma mentalité, je rentre dans un match et mon objectif, c'est de faire un triple-double, ben, j'ai rien compris. C'est pas ça le but. Alors qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a des mecs qui sont sur le terrain pour faire des triples-doubles. Oui, mais c'est différent. C'est-à-dire que l'utilisation des joueurs sur un terrain de basket a totalement changé. Puis il y a beaucoup plus de possession aussi. Il y a beaucoup plus de possession, les intérieurs ne sont pas forcément utilisés à l'intérieur, les systèmes sont complètement ouverts maintenant, donc c'est un basket. Moi, j'ai vu la transition, hein. Je le dis souvent, j'ai vu par exemple un intérieur All-Star comme Roy Hibbert passer de All-Star à disparition de la Ligue. En 3 ans, quoi. De Marcus Cousins, pareil. C'est pareil. Pourquoi ? Parce que c'est un style qui a complètement changé et il fallait s'adapter. Et les intérieurs d'aujourd'hui, ils ont, en fait, en termes de skills, leurs skills sont mis en avant. Parce que dans un système qui est proposé, dans une structure de jeu qui est proposée par un coach, bah, on voit d'autres choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'on voit des big men avoir la balle en haut, à 3 points, à 45, à prendre des écrans, à être les gars qui donnent la balle en fait, aux meneurs ou aux ailiers qui, eux, font des post-ups. C'est-à-dire que tout est un petit peu remélangé et tu vois d'autres choses. Et c'est vrai que moi, toute ma carrière, je me suis jamais arrêté de travailler, quoi. C'est-à-dire que ce que les gens voient sur le terrain, c'est pas toute la panoplie, quoi. Mais comme Joe l'a dit, au bout d'un moment, tu mets ton talent au service de l'équipe. C'est pas l'inverse, en fait. C'est pas l'équipe qui doit te mettre en avant. Donc, il y a plein de choses que, oui, dans une ère moderne, j'aurais fait d'autres choses. Je me serais exprimé différemment. Mais pour gagner des titres, je veux dire, je changerais rien à l'histoire, quoi. L'histoire, elle s'est écrite d'une certaine façon, il n'y a rien à changer. J'espère bien que tu n'as rien changé, t'es champion avec Dallas. Exactement. Exactement. Ah, c'est ça, champion. Change rien. T'es bien comme il faut. Un petit mot sur Victor Wembanyama, qui est un peu le phénomène français de la relève, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous, un joueur comme ça, de ce gabarit-là, faire autant de choses? Non. Victor, franchement, il porte bien son nom, Alien. Parce que c'est one-on-one. D'avoir cette taille, en fait, je joue au basket. Hein. L'objectif principal du basket, c'est mettre un panier qui est à 3,05 m. Donc, il est exceptionnel,
son corps, la façon dont il l'utilise, il est délié, il est athlétique. Et en même temps de ça, il a tous les skills, quoi. Le dribble, le shoot, la passe, le mindset. Donc c'est un petit peu, moi je le dis, c'est un petit peu un cheat code. C'est vrai, c'est le joueur que tu crées sur Touquet. Voilà, c'est ça. et là où je suis un peu surpris, en fait, il y a beaucoup de pression, que ce soit son entourage, les médias, d'être numéro 1 de la draft. C'est beaucoup de pression et je trouve qu'il le gère bien. Il le gère bien, il arrive à deliver. Il arrive à sortir ses matchs. Il arrive à être le joueur, en fait, qu'on attend. Et ça, pour moi, c'est fort de sa part. Il est très jeune, il a 19 ans. C'est un bébé, quoi. Il a tellement de choses qui vont arriver que tu te dis dans 2-3 ans, avec un peu plus de maturité, du recul, un peu plus de gab, qu'est-ce qu'il va faire, Victor? Comment t'aurais défendu, toi, Joachim, sur Victor? Honnêtement, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai vu 4-5 matchs de Victor, mais je kiffe ce joueur. Comme Yann a dit, il a vraiment tout. Et en tant que joueur, il a tous les skills. C'est quelqu'un qui bosse. Enfin, je sais que Tony l'avait à Lasvel pendant un petit moment, jeune. J'ai pu rencontrer un peu sa famille aussi l'été dernier quand il était ici. J'ai trouvé ça super cool qu'il joue les matchs de play-off à Levallois quand tout le monde savait qu'il allait être premier de la draft 2 mois. Beaucoup de joueurs auraient dit « Ok, j'arrête, je me repose, je ne joue pas les matchs, je peux me blesser ». Non, il jouait les matchs. J'ai trouvé ça super. Pour moi, ça montre un vrai caractère du jeune. Et je trouve que voilà, premier de la draft, comment tu dis « expectations » Les attentes. Je trouve qu'il les gère, mais vraiment humblement, super. Je trouve qu'il a vraiment une vraie tête sur les épaules. Et vraiment, grand respect à la famille aussi, parce que tu vois qu'il y a un vrai travail derrière, avec son père et sa mère. Alors, bien éduqué, très bien. Ça se voit. C'est clair. Et vraiment, le futur pour le basket français avec Victor, mais on se régale, quoi. Putain, il a fait un truc l'autre jour où il est parti en contre-attaque. Derrière le dos. Devant Damien Lillard, il a dunké sur Brook Lopez. Ouais. J'ai dit, mais je me suis levé. Ouais. Je me suis levé, j'ai hurlé, j'étais tout seul. Ma femme, mais qu'est-ce qu'il y a? Putain, non, je kiffe, grave. C'est beau. Non, c'est clair. Ouais. Tipeee, là, t'as 2 big men qui t'ont fait des pics en équipe de France. Mais qui aurait pu t'en faire un peu plus souvent. Joachim, il y a eu une campagne en 2011, ou même de tes propres mots, tu dis que 2011, en termes de talent pur, c'est peut-être la meilleure équipe de France de l'histoire, qui s'est conclue avec une médaille de bronze. Médaille d'argent. Médaille d'argent, pardon. Et Yann, qui, je vais pas dire tu passes à côté de ta carrière d'équipe de France, mais il y a beaucoup de rendez-vous manqués. T'as des blessures? Là, on parle... tu veux déclencher Déclencher quoi? Les enfers, là. Non, c'est vrai, non? Fais son job de journaliste, tu vois. Mais non, moi, Yann, après, il y a eu des blessures, oui. Et après, il a eu, moi, je dirais, il a voilà, choix de coach, et puis des fois, il n'a pas eu de chance, tu vois. Moi, je mettrais ça comme ça pour l'expliquer. Ça, c'est politiquement correct, ça. Non, c'est juste la vérité. C'est juste la vérité. Des fois, il y a des choix de coach, des stratégies, des fois, il n'a pas eu de chance, et des fois, il était blessé. Mais il a toujours voulu jouer en équipe de France et il a toujours été là pour son pays. Après, des fois, tu peux pas, tout contrôler. Mais la volonté, elle a toujours été là, de vouloir jouer en équipe de France. Après, Joe, pourquoi je l'ai toujours défendu? Parce que je sais ce que c'est, tu vois, de jouer saison après saison et tu fais deep runs in the playoffs et tout ça. Le seul truc que moi, je dirais par rapport à Joe, c'est que je dis toujours, s'il était venu plus, j'aurais gagné plus de médailles d'or. Parce que Joe, c'était le parfait pivot, comment moi je jouais. Tu vois. Et Derrick Rose, c'est pour ça qu'il a eu la carrière qu'il a eue quand il n'était pas blessé, parce qu'il avait lui, tu vois. Et c'est pour ça que moi, c'est mon seul, entre guillemets... non, je dirais pas regret, parce que je comprends. Donc, c'est pour ça, parce que moi, les gens... C'est ce que je disais à Joe hier, j'ai fait les gens, ils aiment trop venir me voir et critiquer Joe. Et moi, je dis, mais vous comprenez pas. Tu sais, les gens, ils comprennent pas, tu vois. Ils comprennent pas, et c'est pour ça que je l'ai toujours défendu. Et tu pourras jamais, de toute façon, me faire aller contre Joe, parce que... Mais t'as essayé de le faire venir. Comment? T'as essayé quand même de le faire venir. Bien sûr, j'ai appelé Joe. Mais après, Joe, ce que je kiffais, et comme Yann,
C'est je sais qu'il voulait venir. Et moi, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Après, je respecte sa décision, je respecte la décision du joueur selon ce qui se passe dans son monde et tout ça. Moi, je l'ai toujours compris. Donc, j'avais zéro problème. Moi, ce que j'aimais pas, c'est si on me donnait pas une bonne explication ou que je comprenais pas pourquoi tu venais pas. Moi, Joe, j'ai toujours compris. Et Yann, pareil. Et c'est pour ça que je les ai toujours défendus. Il y a d'autres joueurs, j'étais pas comme ça. Toi, tu comprends pas. Si, je comprends, t'inquiète pas. Non, mais un autre truc aussi. Mais 2011, t'as pris du plaisir? Mais Tu grave. t'es régalé, de ouf. Je me suis régalé. Ouais. Je me suis régalé. Mais moi, je veux dire aussi, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de big man en équipe de France, il y avait beaucoup de talent. Il y avait Alexis, qui était Ronny. un bon joueur. Il y avait Ronny, Yann, Johan, non? Johan, Joe Petro, ouais. Joe. Tu vois, il y avait quand même des joueurs NBA qui étaient là et tu peux que prendre 2 joueurs. Tu peux que prendre 2 joueurs. C'est pas facile, mais moi en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est maintenant une fois que c'est fini, j'ai pas de regrets. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ces gars-là, ils m'ont toujours défendu. Parce que quand les gens ils commençaient à me regarder de travers parce que je venais pas, quand j'avais une cheville avec un pamplemousse avant les JO et je pouvais pas venir, c'est une année de contrat. C'est des décisions qu'il faut prendre. C'est des vraies décisions. Alors c'est facile du sofa de dire mais ouais mais lui il vient pas. Mais non, c'est ma carrière. J'ai bossé comme un chien quand j'étais petit comme ça, j'avais un rêve, j'ai vécu mon rêve. Est-ce que des fois je pense, si j'avais fait ça, j'aurais peut-être gagné un titre. Il n'y a pas de regret. J'ai tout donné. Dans mon flingue, il n'y a pas de balle. T'as tout lâché. J'ai tout lâché. Mais tu me parles de l'opinion des gens, ça te touchait l'opinion des gens qui disaient il vient pas, ça m'intéresse pas? Ou t'en as rien à cirer? Non. L'opinion moi, des je- gens. Oui. Mais attends, mais on n'a pas le temps de s'occuper des opinions des gens. Mais non, mais je crois que les gens comprennent pas le sacrifice et le travail. Le sacrifice et le travail, les gens ils le voient pas. Ils voient que le match. Oui, bien sûr. Ils voient que le match. Mais pour y arriver, c'est pas parce que on fait 2 mètres que non. Il y a du vrai travail. Moi, ma plus grande force, c'est que j'ai pu voir un père qui jouait un autre sport. Il m'a montré le sacrifice d'athlète. Quand j'avais 10 ans, papa, il me réveillait le matin, il disait « Viens, on va faire un footing ». On fait le footing, 20 minutes, une demi-heure. Je commençais avec le vélo. Après, je partais avec lui en footing. À la fin du footing, sprint. Mais un long sprint. Alors après, les gens ils disent « Ah ouais, mais putain, tu cours bien pour un grand. » Non, mais moi, ça a commencé à 10 ans. Ça a commencé à 10 ans. Tu le faisais, toi, le footing à 10 ans? Non. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que toutes ces choses-là, c'est le travail. Le flotteur de Tipeee, il n'a pas sorti du lit. Les flotteurs, ils les faisaient, c'était des rêves de gamins où tu étais tout seul devant le panneau en train de faire tes flotteurs, en train de rêver. Non. Et c'est pour ça, quand on parle Paris Game et tout ça, les inspirations des générations avant, ça veut dire quelque chose. Il y a une raison pourquoi maintenant, il y a 3 Français qui vont arriver en NBA dans la draft l'année prochaine, qui seront dans le top 10 ou dans le... Ça fait partie de toute la trajectoire. En tout cas, pour terminer, 2011, moi, c'est la meilleure équipe avec qui je joue en équipe de Oui, France. ça tu dis tout le temps. Ça. Et je sais, et je mettrai cette équipe contre n'importe quelle autre équipe de France de tous les temps. Every day. I'll go with that team. Bon, on va aller au mur, parce qu'il y a un match ce soir quand même. On va aller au mur, Joe et Yann, si vous pouvez signer notre mur où on reçoit tous nos invités. Avec plaisir. Hall of Fame. La Hall of Fame. Tu peux signer où tu veux, fais ce que tu veux. 2h30 de
pas de practice, non, avant le match. Merci beaucoup. Papito, merci. 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 Let's get it.